C'est vrai qu'elles n'étaient pas, elles ne sont pas les légions primaires, il y a un peu de journaux tracés, mais elles sont très claires. C'est très variable, la jeune fille. Il y en a jamais qui sont vraiment convertis à la jeune fille, et puis d'autres qui sont beaucoup plus. Elle rentre dans un symbole matériel. Bonsoir à tous. Merci d'être venus à cette conférence. Donc, pour la prochaine conférence, c'est le mois prochain, le 18 mars. Elle portera sur les araignées du Limousin. Donc, pour ce soir, c'est Annelise de Grande, du Conservatoire des espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine, qui va vous parler donc du suivi dendrométrique des réserves forestières de la réserve naturelle nationale de la Tourbière des Doges. Bonsoir, merci d'être venu. Je vais essayer de vous présenter le plus justement possible et le sommairement possible le suivi qu'on a mis en place sur la réserve naturelle de la Tourbière des Doges. C'est donc un suivi qui est spécial réserve pour le moment. Le déroulement s'effectuera en 3 parties. Tout d'abord, je vais vous présenter un peu le contexte général dans lequel se place cette étude. Ensuite, je vous parlerai donc du protocole dendrométrique, le PSDRF. Et ensuite, je vous présenterai les principaux résultats de l'étude et les analyses qui en ressortent. Actuellement, on entend beaucoup parler de forêts anciennes, de vieilles forêts, de forêts à caractère naturel, et on ne sait pas forcément ce qu'il faut mettre derrière. Alors tout d'abord, les forêts anciennes. Les forêts anciennes, on les catégorise de forêts anciennes à partir du 19e siècle. Le 19e siècle, c'est vraiment la date de référence pour parler d'une forêt ancienne. Et à 2 titres. Le premier, c'est que dans le Massif central, c'est à cette période-là, sur la première moitié du 19e siècle, que les milieux forestiers étaient le plus en recul. Et la deuxième, c'est parce que les cartes d'état-major ont été réalisées à cette époque-là, et que c'est les cartes où l'occupation des sols, en tout cas pour l'époque, est la plus précise. Donc au XIXe siècle, sur le Massif central, les milieux forestiers recouvraient 10% du territoire. Aujourd'hui, les milieux forestiers, tous milieux forestiers confondus, recouvrent un tiers de la surface du territoire. En Haute-Vienne, actuellement, les milieux forestiers, c'est 27% de la surface. Il y a 150 ans, c'était 44 000 hectares. Aujourd'hui, c'est 152 000. Voilà. On a quasiment quadruplé la surface de forêt en Haute-Vienne. Et dans les monts d'Ambazac, en moyenne, on est à 50% de recouvrement forestier, avec des communes qui montent à 87% de recouvrement forestier. Alors, quand je parle de recouvrement forestier, c'est et les plantations et les forêts spontanées. Donc on a des forêts jeunes en Haute-Vienne et notamment dans les monts d'Ambazac. Des forêts jeunes parce qu'elles sont issues de la déprise agricole finalement. La plupart de ces forêts n'étaient donc pas présentes sur les cartes d'état-major au XIXe siècle. Et donc de fait on a peu de culture forestière parce que ce ne sont pas des forêts qu'on a choisies, ce sont des forêts qui sont issues de la déprise. Et du coup ce sont aussi des forêts
qui maintenant les gens ont eu en héritage, parfois ne sont pas là. En Limousin, on a 96% de forêts qui sont privées, avec plus de 55% des propriétaires qui ont moins d'1 hectare. Donc la gestion forestière est de fait très particulière parce qu'il y a très très peu de gestion du massif. Donc les forêts anciennes chez nous sont rares et les forêts à caractère naturel, alors derrière le terme à caractère naturel, on entend des forêts qui n'ont pas subi de gestion depuis plus de 50 ans. Tout à l'heure, je vous parlais des forêts anciennes. Les forêts anciennes, c'est des forêts qui étaient là au 19e siècle, qui sont toujours actuellement là en état forestier sur les cartes, qui n'ont pas subi de défrichement total, mais qui par contre ont pu avoir une gestion. Les forêts à caractère naturel, c'est vraiment des forêts pour lesquelles il n'y a pas eu de gestion depuis au moins 50 ans. Donc, sur les forêts à caractère naturel, on parle bien de continuité spatio-temporelle. Par contre, et sur les forêts anciennes aussi, mais on n'y met pas réellement les mêmes pierres derrière. Voilà, parce que la gestion qu'il y a pu avoir sur les forêts anciennes peut avoir une influence sur les cortèges qui sont présents. Les forêts ont commencé à s'y intéresser. On sait que 25% de la biodiversité forestière est liée au bois mort. Alors, sur les quantités, sur le volume de bois mort et aussi sur la continuité du bois mort. Sur le massif central, donc les forêts anciennes, les forêts représentent un tiers de la surface et sont des réservoirs de biodiversité potentielle pour 60% de la biodiversité. Donc un tiers de la surface du territoire pourrait accueillir 60% de la biodiversité. Donc on est vraiment sur un enjeu majeur. En 2014, quand toutes ces études commençaient un peu à émerger sur les milieux forestiers dans différentes régions, le CEN, à l'époque, c'est le Limousin, qui commençait à être propriétaire de milieux forestiers, s'est intéressé à la gestion forestière en faveur de la biodiversité et donc a commencé une réflexion avec le conseil scientifique du conservatoire pour la gestion forestière. Alors, avant de penser gestion forestière, il fallait forcément penser connaissance, et on en avait peu parce que les milieux forestiers, c'était des milieux que le CEN avait peu en acquisition. Et puis au niveau de la réserve naturelle des Doges, donc c'est une réserve qui a été créée en 1998, et le périmètre fait 200 hectares, donc 35 hectares de milieux tourneux, une quinzaine d'hectares de prairies sur les pourtours sur le bassin versant et 150 hectares de bassins versants boisés. Alors les 15 premières années de gestion sur la réserve, on s'est plutôt intéressé à acquérir de la connaissance sur le milieu tourbeux, puisque c'était l'habitat qui avait justifié le classement en réserve. Et on s'est rendu compte qu'on avait un peu des connaissances lacunaires sur le milieu forestier, que c'était vraiment un manque auquel il fallait pallier. Et donc on a décidé de mettre en place un protocole. Donc on s'est renseigné et on a vu qu'il existait déjà plusieurs protocoles. Donc l'IBP, l'indice de biodiversité potentielle, qui est un protocole de suivi qui est fait par le Centre national de la propriété forestière, qui est un très bon outil, assez facile de prise en main pour les gestionnaires forestiers, mais qui, nous, sur la réserve, ne nous convenait pas tout à fait, parce qu'on avait vraiment besoin de mesures précises et non pas de fourchettes. L'IBP, en fait, inventorie 14 facteurs liés à la forêt, donc les micro-habitats qui sont annexes au milieu forestier, le nombre d'essences forestières, le nombre d'essences compagne, et attribue des notes, mais sur des fourchettes, par exemple, de 1 à 5 espèces, de 1 à 2 milieux associés. Nous, ce n'était pas assez précis pour la caractérisation de nos milieux, donc on a choisi plutôt de mettre en place le PSDRF. Donc le PSDRF, c'est le protocole de suivi dendrométrique des réserves forestières. Il est porté par l'ANF, donc Réserve naturelle de France, qui fédère les réserves naturelles nationales et régionales au niveau national. Mais il a été testé et validé par la UGREF, l'ONF, le CEMAGREF, donc maintenant je crois que c'est l'IRSTEA,
et l'IFN. La particularité du PSDRF, c'est qu'il permet de façon simultanée la caractérisation du peuplement et notamment du bois mort, le suivi de la composition de naissance, le suivi du gros bois, le suivi du capital sur pied et le suivi du renouvellement dans le peuplement. Il présente donc un double intérêt, et notamment dans le cadre de la réserve, puisqu'il permet dans un premier temps, lorsque vous le mettez en place, l'évaluation de l'état de conservation. Et puis, puisque c'est un suivi, il est réitéré tous les 10 ans, le suivi de la dynamique des peuplements dans le temps et dans l'espace. Donc la réserve naturelle de la Tourbière des Doges, elle se situe dans les monts d'Ambazac, sur la commune de Saint-Léger-la-Montagne. Elle a été créée en 1998, donc, et l'entité que nous avons choisie pour mettre en place le protocole de suivi dendrométrique, c'est celle que vous voyez en violet, c'est le bois du rocher. Alors, le bois du rocher, c'est une entité boisée, une hêtraie à eau, qui se trouve entre 580 et 640 mètres d'altitude. Donc, on est vraiment sur une station de moyenne montagne pour les hêtraies à eau. Et l'intérêt, c'est qu'elle était déjà présente au XIXe siècle, comme vous pouvez le voir ici, sur les cartes d'état-major. Voilà. On sait aussi que c'est une forêt qui n'a pas été exploitée depuis quelques décennies. Alors elle l'a été avant, à titre familial, pour des gens qui faisaient leur bois de chauffage, on le verra d'ailleurs dans la composition du peuplement. Mais depuis quelques décennies, elle n'a pas subi d'exploitation. Ce n'est pas encore une forêt à caractère naturel, mais c'est ce que Réserve naturelle de France appelle les forêts à caractère naturel de demain. Parce que, voilà, en l'absence de gestion, encore un peu, on arrivera avec les caractéristiques d'une forêt à caractère naturel. Le protocole de suivi dendrométrique, il cible des massifs qui font plus de 5 hectares pour avoir un échantillonnage conséquent. Et il préconise un maillage systématique. Donc, on a fait un maillage qu'on a posé sur une carte avec des mailles qui font 100 mètres par 100 mètres normalement. Et au point d'intersection, relever les coordonnées GPS pour pouvoir matérialiser le centre de nos placettes d'échantillonnage. Une placette par hectare, nous on a choisi de faire des maillages de 90 par 90 pour resserrer un peu et nous permettre d'avoir une placette à 2 placettes de plus et éviter l'effet lisière qu'il peut y avoir, par exemple en bordure de la tourbière, ici c'est la tourbière, en bordure de la tourbière ou en bordure sur des peuplements un peu plus jeunes, où on aurait un peu faussé notre échantillonnage. Donc on a un maillage systématique et une placette par hectare, donc une placette un peu moins d'1 hectare, et la matérialisation, par une bande de géomètre des placettes qui va nous permettre, dans 10 ans, de retrouver ces mêmes placettes et de réeffectuer l'échantillonnage sur les mêmes placettes. Pour la mise en place du protocole de suivi dendrométrique, le graphique que vous voyez ici présente en fait la placette. Donc ici le centre de la placette, on pose des jalons histoire de se repérer en fait. Donc ils sont normés à 0, 133 et 267 grades, ce qui nous permet de mieux échantillonner, d'être sûr de ne pas oublier des arbres. C'est une placette qui fait 20 mètres de rayon et dans laquelle on va échantillonner les arbres vivants, donc tous les arbres inférieurs et supérieurs à 30 cm, enfin les arbres de 7 cm et demi de diamètre à plus de 30. La régénération, donc toute la régénération au sol qu'elle fasse de 50 cm à 2,50 m, ou alors si elle est inférieure à 7 cm et demi de diamètre, pour faire le lien avec les arbres vivants qui, eux, sont pris à partir de 7,5. Les arbres morts sur pied, les arbres morts au sol et leur stade de décomposition, et les micro-habitats qui sont présents sur les arbres vivants et les arbres morts.
premier tableau de résultats bruts. Donc vous voyez, on a fait 27 placettes et recensé 808 arbres vivants, 426 de francs-pieds. Alors il y a une distinction entre les arbres de francs-pieds que vous verrez tout à l'heure dans la suite des résultats et les arbres taillis, parce que la gestion de la donnée n'était pas la même, et donc il y a des différences potentiellement de longévité sur ces arbres. Les arbres morts sur pied, les arbres de type chandelle, qui constituent 106 arbres au total. Les billons, donc les billons c'est le bois mort au sol, les troncs au sol de plus de 30 cm de diamètre, nous en avons 8 en tout et pour tout sur ces 27 placettes. Ceux qui sont compris entre 5 et 30 cm de diamètre, on en a 217, donc beaucoup plus. Et le nombre d'essences forestières relevées en tout et pour tout sur ces 27 placettes, donc ces 26 hectares, sont 7 essences forestières. Et on a un nombre moyen d'arbres de francs-pieds de 15,8 arbres par placette. Ce tableau-là, il est un peu indigeste, mais il commence déjà à nous montrer un premier aperçu des résultats un peu plus détaillés qu'on va trouver ensuite. La structure des peuplements, alors dans les résultats, je vous fais d'abord le bois vivant puis le bois mort, et ensuite je reviendrai sur la synthèse de l'ensemble. On a en moyenne 880 tiges, toutes tiges confondues de 7 cm et demi à plus de 30, 70 même. On a 880 tiges par hectare en moyenne, ce qui représente un volume de 256 m3 par hectare. Et une surface terrière de 29 m² par hectare. La surface terrière, c'est une donnée qui est très intéressante. En fait, elle aide à quantifier la concurrence qu'il peut y avoir entre les arbres et l'incidence de la lumière qui arrive au sol. La surface terrière, elle est calculée en mètres carrés par hectare, c'est-à-dire que vous prenez la section de vos arbres, que vous mettez côte à côte, et c'est la surface couverte par ces sections d'arbres à l'hectare. Voilà. Ça vous aide donc effectivement à savoir la concurrence qu'il peut y avoir entre des arbres. Donc plus vous avez des gros arbres, plus la surface terrière est grande, et plus vous avez d'arbres à l'hectare, plus la surface terrière est grande. Voilà. On y reviendra sur la surface terrière parce que c'est une donnée qui est très intéressante pour l'explication des résultats. J'ai fait des bêtises. La photo aérienne vous montre, et c'est assez intéressant, notamment pour nous gestionnaires, les densités de volume d'arbres vivants selon les placettes. Donc en fait, les points représentent vraiment les placettes, et puis la grosseur des pastilles, le volume. En jaune, vous avez les arbres de francs-pieds, et en bleu, les arbres taillis, c'est-à-dire potentiellement des arbres qui ont été coupés pour le bois de chauffage. Donc on voit bien qu'il y a une partie du bois de rocher qui est dominé par des arbres de francs-pieds, une reproduction sexuée des arbres qui se sont développés, et puis de l'autre côté des arbres taillis où potentiellement plus de gens sont venus exploiter la forêt dans les décennies passées. Ici, je vous présente donc, suivant les classes de diamètre, le volume à l'hectare et le nombre de tiges, la densité, donc le nombre de tiges à l'hectare. On voit donc en gris clair, ce sont les arbres de francs-pieds, et en gris foncé, ce sont les arbres taillis. On a une contribution des arbres de francs-pieds et des arbres taillis qui est quasi égale. Ici, on voit aussi que les classes de diamètre moyen, c'est-à-dire compris entre 15 et 45 cm de diamètre, sont bout à bout les plus nombreuses et constituent les plus gros volumes. Par contre, une tendance qui se dégage, c'est les perches, donc les petits arbres de petites sections, qui sont beaucoup
plus dense, où on a une beaucoup plus grosse densité à l'hectare, mais qui représente un faible volume. Ce qui est intéressant là-dedans aussi, c'est que les perches sont, contrairement aux autres classes de diamètre, majoritairement de franc-pied. Alors que sur les autres classes, vous voyez, on a beaucoup plus d'arbres en taillis, ou à peu près égal aux arbres de franc-pied suivant les classes. Sur les perches, on a majoritairement des arbres de franc-pied, c'est-à-dire des arbres une régénération en fait qui est arrivée. Donc on a une certaine dynamique à un moment, assez récemment, de la forêt. Et on aura certainement, à ce titre-là, un changement de structure dans la forêt à venir, puisqu'on va passer avec des arbres qui seront peut-être à terme majoritairement de franc-pied, et on n'aura plus une forêt composée à moitié de taillis et à moitié d'arbres de franc-pied. Maintenant, je passe au bois mort. Donc, le bois mort, on voit qu'on en a effectivement sur toutes les placettes, ou à peu près, sauf en bois de moins de 2 cm de diamètre. Par contre, sur le bois mort de plus de 30 cm de diamètre, là, on en a beaucoup moins. Effectivement, quand on regarde la moyenne de bois mort qu'on a à l'hectare, on a 33 mètres cubes, ce qui est plutôt correct. On estime que pour maintenir des espèces, notamment des espèces saproxyliques, des espèces cavicoles, il faut entre 20 et 50 mètres cubes de bois mort par hectare, de façon très générique. Donc on pourrait se dire qu'on est plutôt pas mal placé. En réalité, on n'a que des bois de petite section. On le voit bien ici. Et les bois de grosse section sont vraiment cantonnés à 3 endroits sur la réserve. Enfin, sur le côté rocher. On le voit ici dans les explications. Sur le bois mort au sol, on a effectivement 18 mètres cubes, ce qui est un peu plus que le bois mort sur pied. Mais sur ces 18 mètres cubes, on a 17 mètres cubes qui sont constitués par des petits bois. Tout à l'heure, je vous parlais de la biodiversité, de 25% de la biodiversité forestière qui ont besoin de bois mort, de la quantité et de la continuité de ce bois mort. Effectivement, si on n'a que du petit bois mort, c'est beaucoup moins intéressant et beaucoup moins propice à la biodiversité forestière. Ici, le graphique présente selon les classes de diamètre le volume à l'hectare, suivant les arbres de franc-pied ou en taillis. BMP, c'est le bois mort sur pied, BMS, le bois mort au sol, et en gris clair, le bois vivant. Le ratio bois mort bois vivant est de 12,6%. En fait, donc pour 100 mètres cubes hectare de bois vivant, on a 12,6 mètres cubes par hectare de bois mort. Donc on a des bois vivants qui dominent très très largement le peuplement, avec un bois mort au sol qui est très présent par contre dans la catégorie perche, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur les photos précédentes. Et puis un bois mort dans ces petites sections qui est plus important que le bois vivant. En fait, on a beaucoup plus de bois mort au sol ou de bois mort sur pied que du bois vivant. Voilà. Au niveau de la composition des peuplements et de la régénération, alors la composition des peuplements, c'est quelque chose que je n'avais pas abordé encore. Donc sur les espèces, on a 7 espèces relevées au total, entre les espèces forestières, les espèces compagnes, qui sont arbustifs, telles que peut l'être le hou, par exemple, et les espèces de sous-étage. Alors, dans les espèces de sous-étage, on prend jusqu'à la myrtille, qui fait partie aussi du couvert forestier. Voilà. On voit que le chêne est dominant en termes de volume et puis en termes de densité aussi. Sur la plupart des classes de diamètre, sauf dans les petits diamètres. Dans les petits diamètres, on n'a plus du tout de chêne. On a principalement donc AF, c'est toutes les espèces compagnes qui ne sont pas des espèces forestières. Par exemple, le hou, la bourdelle, les bouleaux dans les jeunes stades. Voilà.
Donc vous avez majoritairement des espèces campagnes qui peuplent les petits diamètres et du hêtre, plus du tout de chêne. Ce qui va être intéressant certainement, c'est qu'on est peut-être, on voit qu'on a un climat forestier qui est déjà bien installé, hein, parce que le hêtre il est finalement présent sur tous les diamètres, donc potentiellement toutes les classes d'âge. Mais on va peut-être arriver à un changement de composition dans le peuplement forestier dans les décennies à venir. Et pour la régénération, donc là la régénération c'est tous les ligneux qui sont petits finalement, donc toutes les nouvelles générations qui arrivent, on voit qu'on en fait on a sur le bois des rochers, sur les différentes classes, donc 50 cm, 1m50, 2m50, on n'a pas de régénération des espèces forestières. Les espèces forestières, elles sont seulement présentes au stade d'arbre. Par contre, le hou, lui, il vient de confirmer qu'on a un climat forestier qui est déjà bien installé, et donc on a une forêt qui n'est pas toute jeune non plus, puisque même si on parle d'une Hétréao et que je vous présentais beaucoup de chênes tout à l'heure, on est quand même dans un climat avec des espèces typiques de la Hétréao et un sous-bois d'eau très abondant. La dernière phase de l'inventaire, c'était les micro-habitats qui ont été relevés sur les bois vivants et les bois morts. Alors, ces deux graphiques présentent les micro-habitats les plus souvent relevés sur les arbres et ici les plus rares. On voit donc que la mousse au pied et sur le tronc sont relativement bien présentes, donc à hauteur de 811 pour la mousse au pied, 811 fois, donc ça veut dire sur 811 arbres en moyenne à l'hectare. Je vous disais tout à l'heure, la moyenne de tiges à l'hectare c'est 880, donc ça veut dire que la mousse est présente sur vraiment la majorité des arbres. Sur le tronc, on est à 721, et puis ensuite ça se raréfie de plus en plus. Les lichens apparaissent sur le tronc à 131, sur 131 arbres en moyenne, sur chaque placette. Voilà. Et puis ensuite, on a les micro-habitats favorables à la biodiversité qui sont rares, notamment les pourritures, le lierre, les champignons sur le tronc, les cavités sur le tronc. Cavité, loge de pique. Alors, loge de pique pour la reproduction, on va pas les trous pour se nourrir. On voit que c'est des habitats, des micro-habitats qui sont assez rares, hein, puisqu'on les contacte à peine 3 fois, 4 fois, sur 3 ou 4 arbres, sur 880 en moyenne sur chaque placette. Donc, on a une forêt qui a croissance lente, parce que les mousses et les lichens arrivent quand même à se développer sur le tronc. Donc, on a une forêt qui est vraiment à croissance lente et qui permet le développement des mousses, des lichens, des champignons parfois. Par contre, ça étaye toujours notre théorie de l'absence de gros bois, parce qu'on a très peu de micro-habitats qui peuvent se faire dans les gros bois. Voilà, notamment les cavités, les trous, les loges de pique qui se font dans des bois assez conséquents. Ici, vous voyez le nombre de micro-habitats porteurs suivant les classes de diamètre, donc les perches, le petit bois, le bois moyen, le gros bois et le très gros bois. Alors c'est sans surprise, hein, on voit que le très gros bois a beaucoup plus de micro-habitats que les petites sections, mais les petites sections ont tout de même un nombre de micro-habitats assez important, parce qu'on est certainement dans une forêt à croissance lente. J'en ai fini pour les résultats à proprement parler. Pour faire la synthèse des différents graphiques que je vous ai proposés, on peut retenir qu'on a un peuplement de diamètre moyen avec l'absence de gros bois
relever sur notre bois du rocher. Peu de bois mort de grosse section. On a 17 mètres cubes sur 18 qui sont constitués par des bois de petite section. Un climat forestier qui est déjà bien installé avec la présence de houes en abondance et du hêtre qui est présent dans les différentes classes de diamètre. Donc on a certainement un peuplement mature parce qu'on a des diamètres moyens quand même, mais pas un peuplement sénescent qui nous permet d'accueillir beaucoup de micro-habitats et des micro-habitats diversifiés. On a aussi vu qu'on avait une densité des tiges de petite section qui était importante, qu'on allait avoir une modification dans les essences, puisqu'on n'a plus de chêne dans les petites sections, mais plutôt du hêtre, et dans les petites sections, des arbres de franc-pied, contrairement aux arbres de taillis qui étaient très présents dans les diamètres moyens. Donc on a certainement une dynamique de boisement plus jeune et avec plus d'arbres de franc-pied, un changement à venir dans la composition du peuplement. Par contre, on l'a vu, à part le hou qui est très présent, on a très très peu de régénération, et notamment en essence forestière, où vraiment les essences forestières n'ont pas été notées. Et une forêt qui a croissance lente puisqu'elle permet d'accueillir les mousses et les lichens sur le pied, le tronc et le haut-pied. Ces espèces se développent assez abondamment, même sur les tiges de petite section. Et on a une surface terrière qui est assez importante. Donc, je vous disais tout à l'heure 29 mètres carrés hectares sur des stations de moyenne montagne, comme celle du Bois du Rocher vers son nord-est, qui joue beaucoup, mais plutôt sur des surfaces terrières de 20-25 mètres carrés hectares. Donc on peut penser, d'une part, on est sur des sols assez pauvres, on peut penser que la lumière incidente qui arrive au sol ne permet pas la régénération, ne permet pas la germination. La matière organique qui se dépose très peu, qui se décompose très peu, ne permet pas non plus la régénération de la forêt. Donc on est peut-être à un stade de blocage entre la chérie et la hêtrée où on a des diamètres moyens qui n'arrivent pas à grossir parce que la densité est trop importante, parce que les conditions édaphiques sont trop contraignantes. On n'a pas de très gros bois, de gros bois ou de très gros bois, parce qu'on a peut-être eu de l'exploitation passée, ça c'est une hypothèse avec la moitié des arbres en taillis dans les sections moyennes. Et puis aussi parce qu'on en revient toujours peut-être que les conditions sont trop contraignantes, les conditions du sol, les conditions en exposition nord-est, ne permettent pas aux arbres de grossir. Voilà, donc on a vraiment une absence de très gros bois. Là, c'est les principaux résultats de ce suivi. On recommencera en 2025. En attendant, sur la réserve, on a aussi eu une étude CIRF. Donc, les CIRF, ce sont des mouches au mimétisme malaisien, donc qui ressemblent à des abeilles, et dont les larves occupent l'entièreté des niches écologiques de tous les milieux. En 2014, mon collègue a donc fait, Philippe Durper, le conservateur de la réserve, a donc fait une étude sur les CIRF, et les CIRF ont montré, comme le protocole dendrométrique, qu'on avait une forêt mature, mais certainement pas sénescente, avec une absence des espèces qui se développent dans les forêts sénescentes, dans le bois mort, et une absence des espèces qui se développent aussi dans les plantes à bulbes, dans les plantes de la strate herbacée, qui pourraient se développer sur les sols forestiers biologiques. Vous avez vu dans la régénération ou dans les petites strates, on n'a absolument pas de plantes herbacées. Au niveau des lichens, ma collègue Muriel Lancroze avait initié en 2015 un suivi des lichens, de 5 espèces de lichens sur le Bois du Rocher. Cette étude va être terminée cette année par Muriel, accompagnée d'une stagiaire en master, qui vont finir d'échantillonner le rocher. C'est 3 études qui sont assez complémentaires, et c'est 3 études qui sont habituellement dans les boîtes à outils pour les forêts anciennes, pour caractériser les forêts anciennes, notamment caractériser les vieilles forêts du Massif central. J'ai une étude qui est juste après. Sur le territoire de Rondon-Bazac, le PSDRF a aussi été mis en place en 2019 sur la réserve naturelle régionale des Sauvages par ma
collègue Véronique Luquin. Les résultats sont arrivés, ils devraient être exploités bientôt. Donc elle a aussi mis en place le protocole sur une étrée à eau, ce qui est assez intéressant parce que sur l'INSA, on était pendant les seuls à l'avoir fait, donc à titre de comparaison, c'était pas évident. Voilà, il y a effectivement sur d'autres réserves, sur d'autres régions, mais on n'avait pas sur une autre étrée à eau sur les Monts-d'Amazac. Et hier, j'ai assisté au premier comité de suivi de la cartographie des forêts anciennes de Nouvelle-Aquitaine pour la méthodologie de la caractérisation des vieilles forêts. C'était un comité de suivi qui était présenté par l'IFN et le Conservatoire botanique national sud-atlantique. Voilà. Et justement, dans le cadre de cette étude, il se pourrait que les lichens et les cirques soient pris pour évaluer l'ancienneté et la maturité des forêts. Ce qui me semble assez intéressant. Il y a d'autres régions qui l'ont fait, mais nous, en Nouvelle-Aquitaine, on n'était pas encore prêts. Et puis les données du PSDRF seront certainement modélisées aussi pour intégrer la méthodologie de caractérisation. Voilà, je vous remercie. C'est un tas trop de l'avoir trouvé avec les différents graphiques. Très bien. Il n'y a pas un seul résultat. Pardon. Il n'y a pas un seul résultat. Vous n'avez pas réussi à trouver un seul résultat. Alors si, on a des résumés, mais qui sont tellement ponctuels qu'ils n'apparaissent pas dans les pourcentages. Ils apparaissent à 0,0 de pourcentage de présence. On a 85% de feuillus. Sur les 27 placettes, sachant que la plupart des placettes n'ont pas de résumé. C'est vraiment très ponctuel sur une placette. Alors en plus, comme on était, normalement, le protocole part sur un boisement qui est assez homogène pour arriver à le suivre. C'est pour ça qu'on avait réduit les placettes pour éviter de mordre sur des peuplements qui seraient autre chose, pas de la étrée. Voilà. Du coup, notre protocole, est-ce que c'est comme les placettes à filles où il y a chaque arbre est identifié avec un azimut et une distance? Oui. Donc du coup, pour moi, il n'y a pas de gros bois parce qu'en fait, c'est des parcelles qui sont insolentes. Je ne connais pas cette parcelle-là, mais sur le tour, je ne crois pas qu'on soit dans une phase de blocage. Effectivement, quand la chaîne va s'effondrer, la étrée va exploser. 29 mètres carrés dans la région pour du étrée à eau, même sur un terrain pas très profond, c'est pas énorme. C'est pas énorme, c'est pas beaucoup plus. On en trouve, oui, alors on peut trouver beaucoup plus, effectivement. Du coup, je pense qu'en fait, on a un boisement qui est jeune, dans sa dynamique encore. Oui. Et peut-être que du coup, quand vous allez mesurer les arbres, s'ils sont identifiés à un, je pense pas qu'ils rétrécissent. Non, alors voilà, en fait, pour le moment, on est vraiment sur un stade d'hypothèse parce que c'était la première phase du suivi, donc on a nos données et on verra après dans 10 ans ce que ça donne. J'ai perdu ce que je voulais dire. Non, du coup, je pense que le gros bois va arriver, c'est ça que je veux dire. Alors, c'est une histoire de temps. Quoi. Oui, alors voilà, oui, c'est justement la limite de caractériser des forêts anciennes avec les cartes de l'état-major. Parce qu'effectivement, elles étaient au stade forestier il y a 150 ans et elles le sont toujours aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de gestion, ça ne veut pas dire que le gros bois n'a pas été enlevé, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu quelque chose de bloquant. Voilà, c'est pour ça que pour le moment, c'est des hypothèses et c'est pas. On n'a aucune certitude en fait. Si vous regardez les photos aériennes de 1950 qui sont disponibles sur Géoportail, c'était boisé. C'était boisé, alors autour c'était. Alors le boisement avait l'air dense aussi. Autour c'était vraiment des paysages de landes et de tourbières, des paysages très ouverts. Le boisement était dense. On est vraiment parti sur le noyau qu'on n'avait pas l'impression de voir bouger au fil du temps. Vous n'avez pas carotté d'arbres, vous n'avez pas fait la gestion en fait. Non, on n'a pas carotté d'arbres. Alors, ce qui est compliqué, c'est qu'on est sur une réserve naturelle. Voilà. Donc, au niveau de l'atteinte aux individus, c'est plus. Donc, du coup, ce qu'on peut imaginer avec les photos aériennes qu'on a depuis 1950, c'est qu'au pire, ils ont 70 ans, au mieux, les arbres. Alors, au mieux, ils ont 150 ans, puisque la forêt était déjà présente
sur Parce que non, il y a pu y avoir, on ne sait pas les trucs qu'il y a eu entre Et voilà. on est dans 1850 et Tout à fait, 1950. voilà, c'est ce que je vous dis, c'est là la limite des cartes de l'état-major. Moi, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de vieux arbres en fait, qu'il n'y ait pas eu du tout. Non, en fait, voilà, c'est la limite, c'est qu'on sait que la forêt est présente, mais peut-être que les bois ont été enlevés, et d'ailleurs, on a à peu près 50% d'arbres taillés, donc il s'est passé quelque chose. C'est la limite qu'on a pour le moment. Après, on a fait, alors, complètement en dehors de la réserve, donc sur les monts sur les Puy-Chafou. C'est un village qui est contre les comptes, toujours à Saint-Léger-la-Montagne. Je vous parlais en introduction du CEN qui avait réfléchi à de la gestion forestière en faveur de la biodiversité. Sauf que nous, on n'est pas forestier. Du coup, c'était compliqué pour nous, donc on a fait appel à Hans Rössler, qui travaille en forêt, c'est son travail d'ailleurs, que vous connaissez peut-être du coup. Oui, c'est mon collègue. Et voilà, et donc on a essayé de faire une gestion sur cette forêt qui était à peu près dans le même schéma que le bois du Rocher. Et on était à 30, alors là on avait une densité plus élevée, on était enfin une surface thermique plus élevée, 30 à 35 par endroit. On a essayé de la faire redescendre à 25. On verra, l'exploitation s'est faite en 2018. Donc on va voir si effectivement le fait d'enlever des arbres, on arrivera à en faire grossir et surtout si on arrivera à avoir de la régénération. Parce que notre problème, il est là aussi, c'est qu'on n'a pas de régénération. Mais on ne sait pas si finalement sur ces stations-là, une gestion pourrait être favorable ou non. Et par contre, dans la parcelle que vous avez exploitée, vous n'avez pas mis en place le suivi du bois mort et du habitat? Non, par des soucis beaucoup plus terre à terre de financement. En fait, le protocole de suivi d'hydrométrique, il est très complet et du coup, il prend beaucoup de temps. Il prend à peu près 20 jours de travail et puis pour relever les placettes, il faut être deux. Le site du Puy-Chafou, c'est nous on a fait la gestion, c'est un site conservatoire, donc on est sur des fonds qui sont beaucoup moins importants. Mais du coup, je vois pas pourquoi dans une réserve naturelle, dans un mouvement en libre évolution, ça devrait être un objectif d'avoir en fait un renouvellement, une régénération, parce que c'est plus une problématique de production et pas forcément de maintien d'un bon état de l'écosystème. Non, c'est juste de la caractérisation en fait, c'est voir ce qu'il y a, il y en a pas, et voir ce qui se passe dans 10 ans. Est-ce qu'en fait on n'en a pas vu, mais le boisement va bien, et au niveau du bois mort, ça va, c'est favorable à la biodiversité. Donc, là, ce que je dis vraiment, pour le moment, on est aux prémices en fait, du protocole. Donc, on a fait notre état des lieux et puis maintenant, on va attendre. Il n'y aura pas de gestion sur le bois du Rocher de toute façon. Donc, voilà, on va attendre. C'est vraiment pour avoir des données parce qu'on a réellement des connaissances lacunaires sur le bois de la réserve. Et après, en extrapolant sur les bois qui ressemblent au niveau des monts de la réserve du Limousin. Alors, le bois du Rocher, il est toujours une propriété privée dans la réserve ou il a été acheté par le conservatoire? Alors, le bois du Rocher, en fait, il est en bande, en grande bande. Il y en a beaucoup qui sont au département. Nous, on a une convention de gestion avec le département. Il y a quelques boisements qui sont à Madame Darnaud, qui est propriétaire du domaine des sauvages, qui est maintenant classé en réserve naturelle régionale, donc qui est même très sensibilisé à la cause environnementale. Et ensuite, c'est des petites bandes de propriétaires privés. Ça veut dire qu'ils adhèrent et qu'ils s'engagent à ne pas exploiter. Alors non, potentiellement, ils pourraient le faire. Potentiellement, ils pourraient le faire. Le hasard sur lequel on compte pour le moment, c'est que c'est des petites bandes qui font parfois 3-4 mètres de large sur des centaines de mètres de long. Et donc, pour être sûr de ne pas protéger le voisin, je pense qu'ils n'ont pas les limites réelles de leur propriété. Donc, voilà. La limite. Oui. Voilà, pour le moment, et les forestiers n'interviendront pas du tout alors? Non. Une autre question, est-ce que vous qui avez donc fait ces inventaires-là, ici, est-ce que vous avez connaissance, déjà dans l'ancien Limousin, d'études du même style, qui vous permettent de faire des comparaisons? Alors, non, pas encore. Et hors Limousin, je ne sais pas. Alors oui, hors Limousin, c'est un suivi qui est mis en place par Réserve naturelle de France. Donc, il y a des réserves forestières, notamment les réserves en montagne, en haute montagne, qui ont fait ce suivi. Il y a la Réserve naturelle de la Haute-Vallée du Jura qui a mis en place 279 placettes
et il y a aussi d'autres réserves qui sont déjà à leur deuxième suivi. Enfin, deuxième initial, ils sont au premier suivi 10 ans après. En Limousin, par contre, on était la première réserve à le mettre en place, mais maintenant il y a la réserve naturelle des sauvages qui vient de le faire en 2019, donc on aura au moins ça. Parce qu'il existe finalement quelques restes de forêt illisible qui pourraient présenter un peu la même structure, y compris dans le truc en bande, là. En fait, c'est un résultat d'une redistribution de propriétés communes à des particuliers. En fait, c'est... Et par exemple, quand je pense à la forêt de la Cubesse en Corrèze, qui est exactement semblable, qui a été gérée, qui est normalement aussi par la nature de ville, je ne sais pas exactement aujourd'hui, et qui pourrait faire aussi l'objet d'une étude comparative. Il y a aussi évidemment la forêt domaniale de Chabrière qui est aussi nettement différente. Mais bon. La Cubesse, c'est compliqué, c'est un bien non délimité. Donc on a même, même pas, il n'y a pas un point d'ancrage comme ici où il y avait le département ou une propriétaire par contre. Oui. Oui, excusez-moi, le fait qu'il y ait beaucoup de tiges, c'est soit les arbres qui sont fins, qui restent fins, et les jets. Est-ce que ça peut être dû, par exemple, à Alors, on n'a pas, en fait, si on pouvait voir la tempête, on verrait des billons au sol. En fait, on a quand même très peu de billons. Enfin, peut-être des arbres qui étaient de taille moyenne, Oui, alors, si c'était alors, c'est possible. On a, visuellement, on n'a pas de trace de couloir. La tempête de 99, ça faisait vraiment un couloir, on voit à d'autres endroits de la réserve, où c'était vraiment un couloir. Là, on n'a rien qui permet de le dire. Après, on est sur des déboisements donc de versants qui sont assez denses et qui finalement résistent assez bien au courant. Mais par contre, on a peut-être eu un moment, une dynamique favorable, peut-être qu'elle est d'ailleurs encore là, et qu'on aura un changement dans la structure dans les années à venir et qu'on le verra d'ici 10 ou 20 ans. Oui, alors ça nous pose question aussi, le réchauffement climatique. D'ailleurs, ça n'a rien à voir, mais pour ces forêts-là de feuillus qui sont quand même très intéressantes, et sur les monts d'Ambazac de plus en plus, parce que la communauté de communes a développé en 2013 une charte forestière. Donc avec les 3 volets économiques, social et environnemental, ce qui a un peu facilité les démarches pour les exploitants forestiers, ce qui n'est pas plus mal parce que, enfin ce qui est pas plus mal, c'est-à-dire que en fait chaque chantier est déclaré. Et ça démystifie un peu pour les exploitants le côté Natura 2000 et le côté réserve. Et ça, c'est plutôt problématique dans le sens où parfois, on a eu des exploitations sans être au courant sur la réserve et sur le site naturel. Et donc, effectivement, les forêts de Monts-Bazac sont dans la charte forestière montrées comme le renouveau de la filière bois et de la nouvelle dynamique économique des Monts-Bazac. Et ça nous fait un peu peur. On se dit, voilà, en fait, comme on a très peu de culture forestière, que les gens souvent ils ont hérité des parcelles, en moyenne les parcelles c'est 0,4 hectares. Donc les gens ils font une phrase. Et puis ils ne sont pas du tout attachés aux forêts quand c'est des gens qui ont déménagé, qui ont toujours vécu ailleurs et c'est les forêts de leurs grands-parents, ils n'y sont pas attachés, ils savent pas où c'est, le forestier les contacte, les trouve et puis voilà. Et du coup effectivement on a une sacrée dynamique dans l'exploitation du bois. J'espère qu'on arrivera à en maintenir. Alors nous, on va lancer de l'acquisition foncière essayer de lancer de l'acquisition foncière sur les bancs, ce qui n'est pas le plus simple sur les bancs, mais c'est plus compliqué que... Oui, sur les zones humides, ça va beaucoup mieux. La tâche n'est pas la même. En fait, les gens ne sont pas forcément attachés, mais ils ont conscience que potentiellement, il peut y avoir une valeur économique que sur des parcelles humides de tourbières, beaucoup. Dans une tourbière, on a principalement la mer. Oui, alors et nous très peu, on a très peu d'olmes, mais on a
sol, surtout beaucoup de sol. Après, quand on descend plus, là, on a en gestion maintenant la zone humide de la Touraille sur Ambazac, qui est une zone humide de 13 hectares de milieu tourbeux et de prairies eutrophes. Et effectivement, on a beaucoup de... Donc, dans la Verne, je me suis toutes les petites. Oui, tous les boisements spontanés en zone humide. Oui, et ça, voilà, les gens ont beaucoup moins de mal à s'en séparer. Oui, bah oui, ça c'est ça. Enfin, en gros, c'est. Oui, voilà, c'est ça. Et après, le fait de ne plus avoir de jeunes fûts de chênes, est-ce qu'il ne peut pas y avoir une explication aussi avec l'explosion démographique des populations sangliers? Alors, étonnamment, dans le protocole de suivi, on relevait s'il y avait de l'abrutissement, s'il y avait des surfaces retournées. On n'en a pas tant que ça. Pourtant, j'en ai croisé en allant faire les placettes, on n'en a pas tant que ça. Je pense qu'on a dû être, et maintenant plus de chênes, parce que justement, on est peut-être en évolution. En fait, je vous parlais de Hétréaou, parce qu'on est vraiment sur une station de Hétréaou, mais on avait quand même une grosse présence de chênes. Et là, je pense qu'on va avoir de moins en moins de chênes et qu'on va arriver à un faciès d'arbres de franc-pied avec des hêtres et en sous-étage du hou, beaucoup plus commun. Là, quand vous vous baladez dans le rocher, si vous avez l'occasion de passer, c'est vraiment, vous voyez beaucoup plus de chênes. Ce qui est étonnant d'ailleurs quand on disait aux gens, ils disaient en fait vous êtes sur un faciès de chênés étrés. Mais on était dans un climat forestier avec le hou, avec toutes les espèces compagnes du hêtre qui étaient quand même bien présentes. Est-ce que vous travaillez en liaison avec l'ONF? Alors, oui, pour certaines parties, parce que sur la réserve, on a des propriétés qui sont communales. Et donc on a en gestion, donc on a signé une convention de gestion avec la commune. Enfin, c'est une convention tripartite avec la commune et l'ONF, qui est gestionnaire. Donc, en général, quand on prévoit, je pense notamment à la tourbière de Malty, qui est aussi sur Saint-Léger-la-Montagne, où là, il y a un communal de presque 10 hectares. Et où là on travaille avec l'ONF. Il semblerait aussi que certaines parcelles départementales qui sont soumises soient soumises maintenant au régime forestier, suivant le désir ou non du département. Et donc là on sera à travailler aussi sur ces parcelles-là, amenées à travailler avec l'ONF. Et est-ce que le changement climatique, le réchauffement peut avoir une influence? Oui. Est-ce que ça se sent déjà? Alors ça se sent pas encore. Au niveau de Arnaud Duranel avait fait une thèse sur l'hydrologie des Doges qui a duré 4 ans et il a créé un modèle numérique et en le forçant, c'est-à-dire en changeant le bassin versant, il n'a pas encore trouvé pour le moment tel que c'est un impact que pourrait avoir une forêt de feuillus sur le bassin versant, l'impact que ça pourrait avoir sur la tourbière. À terme, il est probable que les arbres pompent l'eau de ruissellement et qu'il y en ait moins qui arrivent à la tourbière. Ce qu'il a déjà trouvé en forçant son modèle numérique, c'est que si le bassin versant, les 150 hectares, était exclusivement du résineux, on aurait moins 20% d'eau dans la tourbière. Parce que les résineux ont aussi une évapotranspiration hivernale. Et à cause de ça, on aurait moins 20% d'eau qui arrive dans la tourbière. Donc il y aura forcément à terme un impact. Parce que depuis 2 ans déjà, au niveau de la tourbière, l'été, il y a quand même plus d'eau. Non. Il y a plus d'eau dans le ruisseau. Non, c'est compliqué. Alors pour le moment, c'est que des observations très empiriques comme ça, mais on voit un changement, et puis même sur les cortèges d'herbacées, et sur le pâturage aussi en fait. Par exemple, la molinie qui est présente dans les milieux tourbeux, elle est préférentiellement mangée par les vaches quand elle est tendre, quand elle est jeune, et là les vaches la délaissent de plus en plus tôt en saison, parce que c'est de plus en plus sec. Voilà. Et sur la c'est le même protocole? C'est exactement le même protocole. Donc il y a une zone qui est totalement... Oui, il y a une zone qui fait
7 hectares. Je crois que on a pris plus petit. Et on ne fait rien. Et on n'y fait rien. On n'y fait rien. Alors, en plus, le domaine des sauvages, c'est comme c'est une seule propriétaire et qu'il y a sur 80 hectares, il y en a peut-être 60 qui sont boisés. Et que c'est une propriétaire, il y a un ensemble de gestion en plus. Et dans le ensemble de gestion, elle a souhaité mettre que cette parcelle n'était pas en gestion. Voilà. Donc, il faut faciès, les deux se ressemblent. Alors, non, elles sont différentes, elles sont même très différentes. C'est une magnifique trait à haut sur la réserve des sauvages. Le bois du rocher est féerique, il est vraiment particulier, mais la hêtraie à haut des sauvages, c'est vraiment une hêtraie typique avec des gros hêtres, tous de 100 pieds à peu près, du hêtre pur avec du hou en sous-étage, pas de champignon, pas de chèvre. Et si par contre après à côté, elle a aussi mis ma collègue Véronique en place le PSDRF sur une hêtraie chaînée. Et là peut-être que les comparaisons sont plus faciles avec notre étude. Mais c'est vrai que sur la réserve des sauvages, sur cette parcelle qui n'est pas du tout on n'intervient pas, Oui. il y a de très gros êtres. Mais est-ce que ce n'est pas une conséquence d'une gestion antérieure? Parce qu'il y a des endroits comme des carrières. Oui, alors c'est une hêtraie qui est quand même assez lâche et assez claire. Alors, de Madame Tarnot, du souvenir de la propriétaire, ça a toujours été utilisé en bois de chauffage, mais à hauteur du maximum de 10% du peuplement. Il faudrait regarder, je ne me suis pas sur les résultats du protocole sur les sauvages. De toute façon, si on a des souches, parce qu'on relève aussi des souches. Donc on verra et on pourra comparer le nombre de souches à l'hectare. Ouais. Nous, on en a peu. Mais peut-être s'il y a eu effectivement une exploitation, on les verra. Je pense qu'on verra. Et les zones qui sont taillies au niveau du bois de rocher, oui. Donc c'est une ancienne exploitation, je pense ça on peut supposer, sûrement si c'est en taillis, c'est vu à une proximité du village. Il y a Marzé, voilà, tout à fait. Il y a Marzé à côté. Et donc je pense que c'est des gens du village de Marzé qui descendent des fois en bois de chauffage pour un usage familial. Et puis, Il n'y a plus de questions. Bon, ben, je vous remercie pour votre présence et je vous... Ah si, pardon. Donc, une petite préoccupation. Autour de Limoges, on voit disparaître la nature. C'est une préoccupation personnelle, mais pas que. Et sur Couzex, où je demeure depuis une quarantaine d'années, on voit très nettement l'évolution. Je dis très nettement l'évolution, je ne sais pas s'il restera pour une bonne année. Je les ai vus par contre se combler avec y compris des réfrigérateurs et tout, et ça commence à s'orienter vers des terrains de bâtir. C'est dire l'évolution. Et actuellement, donc, tout fout comme pour être clair. Terrain agricole, enfin bref. Et quand on a connu ça, quand on voit l'évolution, on a l'époque où on allait chercher le lait à la ferme et maintenant il n'y a plus de vaches, tout est bétonné de tous les côtés, et on a un petit paradis, c'est le Madelage. Le Madelage, 40 hectares, c'est un terrain militaire. Je dis petit paradis parce que ça m'arrive, c'est clôturé, donc c'est fermé au public en temps normal, sauf ceux qui connaissent quelques petites entrées secrètes pour les champignons, tout comme ça. Et donc moi ça m'est arrivé d'y passer, des jours où il y avait quelques manifestations, c'était ouvert au public. Et vraiment c'est l'émerveillement, parce que c'est un terrain qui était déjà, bon les militaires ils faisaient un peu la guérilla à une époque, hein. Mais ça fait longtemps que les militaires ne sont plus et il n'y a pratiquement pas de présence humaine. C'est-à-dire que la faune et la flore
Et libéré, c'est presque un espace qu'on leur accorde, parce qu'on n'a pas grand-chose de liberté, surtout à la périphérie de Limoges. Et donc c'est vraiment un émerveillement. Au niveau de la faune, mais pas que. Les arbres, il y a un arbre couché, on sent que c'est, comme vous appelez, pour moi, c'est une forêt naturelle en devenir, mais en devenir qui est, ça fait 30 ans qu'il n'y a pas d'hommes qui foutent le bazar, encore qu'on commence, hein, parce qu'on commence à s'intéresser à aménager un petit espace, une espèce de petite flaque qu'il y a. D'accord. Il faut que ce soit dans les normes, alors donc tous les arbres couchés, on les a coupés. Mais pour la vie publique, oui, c'est il faut que ce soit propre, quoi. Donc, voilà. Alors que, bon, voilà, et on est quelques-uns à se dire, et là-dedans, on veut mettre 1000 habitants, bien sûr. Oui. Et on fait des chasses aussi de régulation. Quand on voit que tout se passe bien, en fait, c'est un endroit où on voit plein d'insectes, plein d'oiseaux, plein de. Et pas que, on trouve des blaireaux, des chevreuils, tout le monde est tranquille puisque personne n'est embêté, sauf que maintenant on met les chasseurs, mais bon. Et avant vous avez les militaires. Mais bon, c'est un truc qui est chouette, qu'on pourrait se servir comme témoin, qu'on pourrait ouvrir sur. Parce que c'est très proche de tout ce qui longe Laurence, les espaces verts de Laurence. Moi je souhaiterais qu'il y ait une continuité, il y a juste la 57 à franchir. Si on voulait vraiment, on arriverait à faire un ouvrage où la faune pourrait se déplacer, évidemment. Et ça pourrait servir d'observation pour les scolaires, l'initiation. Oui, d'espace pédagogique. Donc on pourrait faire un vrai projet sympa, et on va faire les aménagements de lotissement, 1000 habitants, machin, c'est mort, quoi. Ah oui, une fois que c'est fini, c'est fini. Et je ne sais pas comment il faudrait s'y prendre pour arriver à mettre en valeur, faire remonter ça, c'est une réelle richesse en milieu qui devient urbain. Ce serait un petit poumon, un petit. Normalement, s'il y a des zones pavillonnaires de prévues, je pense qu'il y a, je ne sais plus comment on l'appelle, mais des études. On n'est pas trop renseigné, mais j'ai l'impression que ça va se montrer. Normalement, en mairie, vous devez pouvoir avoir accès à l'étude publique, en fait, je ne sais plus comment on l'appelle. Ça sera trop tard. Parce que déjà, j'ai l'impression que après, voilà, une fois que la machine est lancée, malheureusement, c'est possible. Il faudrait s'y prendre en amont, mais en général, les autres ont toujours plus que nous, donc pour des raisons techniques, ça va toujours plus vite que la machine, pas n'importe. Mais c'est pour ça qu'on essaie de prendre en amont, parce que c'est lancé, effectivement, c'est compliqué. Je pense qu'il y a d'abord une volonté lors des élus municipaux, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, ce terrain que vous connaissez, c'est vraiment la parole, alors. Non, mais ce terrain, il faut impérativement, puisqu'il a été cédé à la ville de Limoges, il faut que les nouveaux élus, puisque là, tout le monde est en train de se garder aujourd'hui, là, vous allez le voir, vous sortez tous verts, il faut que impérativement, il y ait une option de prise sur ce poumon vert, puisqu'il était question de faire un axe du Jura jusqu'au Machambault, de protection, une ceinture verte, poumon vert, autour de la. Comment intellectuellement, les gens avaient programmé de laisser cette bande comme un poumon véritable le long de Qu'est-ce qu'il faudra abîmer pour essayer de minimiser ça? Il faut les élus. Je suis moi-même élu sur une petite commune. Quand nous avons été investis jeunes élus, nous avons pris l'option de privilégier le terrain. 2500 hectares sur la commune, on est à 1970 hectares de culture. Donc vous voyez bien que même en zone rurale, ça se raréfie. On a fait le choix de privilégier des terrains, de revaloriser des terrains à l'abandon qui étaient à la fois aux particuliers et à la commune. Il y en a reboisé avec l'aide de l'ONF et ainsi de suite.
il faut qu'il y ait une volonté politique pour que les gens décident. Il ne faut pas attendre encore d'entendre tout ce qu'on nous dit aujourd'hui sur le fait, le climat, ceci, cela. Il faut une volonté politique, il faut y aller, il ne faut pas commencer maintenant. C'était il y a 10 ans, 20 ans qu'il fallait commencer le projet de l'aménagement de cette terrasse de Couzette. Moi, je n'ai jamais très bien compris pourquoi. Enfin, on y fait des concerts propres, on y fait tout un tas d'activités, c'est bien. Mais en dehors de ça, c'était... Ah, il y aurait juste un théâtre de verdure, ça serait bien. Mais ce sera encore mieux. Parce qu'on s'y retrouverait pour faire un peu la fête, ça ne dérangerait pas trop le monde, parce que ça serait d'abord c'est sur un bord, et puis les animaux, ils entendraient un peu de bruit 2-3 fois par an. Je pense que c'est une question de volonté politique. Il faut que effectivement les gens se prennent un petit peu en charge, mais il faut aussi... Donc il faut sensibiliser les candidats. Les candidats, il y a 3 listes, je crois, sur le site. J'ai regardé un peu les listes très rapidement. Je n'ai pas vu d'éléments qui me permettaient de dire qu'ils allaient se servir à outrance. Enfin bon, c'est juste un regard que j'ai eu pour l'instant. Mais il faut faire pression sur les élus. Il faut faire pression pour parler au nom d'une association. Au nom d'une association, parce qu'on nous disait à juste titre, il y a des zones, il y a des organismes qui sont les conservateurs des espaces naturels, les zones humides, il y a plein d'associations LNE. Ce que j'ai découvert par la banque, parce que je m'intéresse un peu à la nature, je fréquente également les musées nature environnement, les centres et c'est Jean-Jacques Rabache qui m'explique qu'en fait ils ont été consultés, puis que apparemment ils ne voient pas d'économie qui est c'est comme ça, parce que bon. Parce que les enjeux économiques sont toujours beaucoup plus. Alors qu'on va avoir besoin, y compris de terrains un peu sauvages, y compris pour nous. Oui. Le poumon un peu vert, mais pas que. C'est une coupure au milieu de la ville. Il y aurait juste des petits centres formés en respectant tout sans aller et puis laisser les bois morts, parce que bien sûr, pour raison de sécurité et tout, on va se mettre à tronçonner. Alors nous, on a ce problème-là aussi sur les Doges, sur donc les réserves naturelles. Les Doges, on a les publics et sites naturels. Et au titre de nature à 2000, il y a ce qu'on appelle les contrats forestiers qui permettent d'engager des arbres qui font plus de 45 cm de diamètre sur des essentiaux de tonnes, de chêne, de lait, de boulot, etc. Donc le propriétaire, en contrepartie d'une indemnisation qui arrive une fois, s'engage à les maintenir en nature. On n'a pas le droit d'engager ces arbres le long des chemins fréquentés par le public parce que potentiellement, s'ils tombent, et ça peut y avoir un impact s'il y a quelqu'un qui se promène à ce moment-là. Le problème, c'est que ces gros arbres, en général, ils sont dans les chemins. Donc, souvent, vous voyez des magnifiques hêtres ou des magnifiques chênes, ou même magnifiques châtaigniers, et ces gros arbres sont souvent, les arbres les plus beaux sont souvent en bord de chemin. Donc, on ne peut pas les engager parce que l'accueil du public, c'est vraiment compliqué. Oui, là où vous avez du public, vous aurez toujours ce souci-là et vous n'aurez jamais bien chose. Il y a plusieurs commissions parlementaires en ce moment qui parlent de la forêt à l'Assemblée et on a sensibilisé les députés à cette problématique de partage de responsabilité. Parce que, effectivement, surtout dans notre région, les arbres à qualité, en jeu, ils sont dans des chemins. Et oui. Alors, je pense qu'il faudrait réévaluer entre bord d'autoroute nationale et puis chemin rural. Et effectivement, que les propriétaires se sentent dégagés de la responsabilité d'avoir un arbre à qualité en bord d'un chemin de terre qui peut tomber sur quelqu'un. La probabilité qui est super faible en plus, mais du coup, c'est vrai que ça fait partie des mesures pour améliorer la loi de. Je ne sais pas comment on va pouvoir retourner, ça rentre dans la loi, mais voilà, que la responsabilité ne porte plus sur les propriétaires, que ce soit public ou privé. Oui, ce serait tellement intéressant parce que. C'est un massacre volontaire en fait. C'est dommage parce que ce sont des belles niches écologiques. Oui, c'est ça. Mais dès qu'il y a du public, on est contraint. Enfin, je vois. C'est public et réseau téléphonique et tout ça. Et on se retrouve à devoir couper des hêtres, mais du coup on est déséquilibré complètement, donc ça ne dure jamais très longtemps.
Parce que au niveau de l'accueil public, c'est compliqué. Il ne faut pas qu'une branche potentiellement tombe sur quelqu'un. La petite, quand même. Mais on peut se promener, mais quand on est on se déguise quand même, mais on n'a pas quelque part à aller en dehors des bises. Mais il y a toujours des coups. Bien sûr. Et on regarde. Bien sûr. Après, mais je me suis dit, oui, ben, voilà, le problème c'est ça, c'est que il y a peu de risques que ça arrive, mais si ça arrive, en général, on n'a pas grand-chose. Donc, oui, si vous arrivez à changer ça, ce sera une sacrée avancée. Non, mais je doute que notre gouvernement soit vraiment très sensible à ça. Enfin, peut-être que la députée Nappé le saura, enfin, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est vrai que ça fait partie des 17 mesures qu'on a mis. Et je sais pas si c'est représentatif ce problème à l'échelle nationale, mais chez nous, il est enfin, en termes de biodiversité, il est pas loin. Oui, complètement. même des lois trop, c'est un peu logique qu'ils soient au bord. Parce qu'ils ont plus de lumière. Oui, et puis ils matérialisaient, en fait, ils matérialisaient les choix, ils ont toujours fait bordure de parcelles, bordure de mais alors effectivement, nous avons les châtaigniers qui sont magnifiques parce qu'ils brillent, parce qu'ils creusent, mais du coup, souvent c'est des arbres sénescents qui ont des branches mortes et oui, on leur fait des coupes nous, sur les doges. Alors, on est obligé de couper. Là, on a coupé un hêtre, enfin une branche de hêtre qui était comme ça. Parce qu'elle a été complètement au bord du chemin et elle s'était cassée. Et là, en fait, le hêtre est complètement déséquilibré. Donc, dans une réserve naturelle, on a ce côté préservation, puis on a ce côté valorisation avec l'accueil du public aussi. Et du coup, les deux sont pas toujours d'accord. Le problème qu'on a eu en France, c'est qu'il y avait aussi le problème de responsabilité parce qu'il y avait des arbres qui traversaient la route au moment où arrivaient des voitures. Alors, ça posait toujours un problème. Une discipline, hein. Voilà, donc, non, mais bon, on avait les titulaires, mais la voiture a été contre l'arbre, comme cela, on a bougé. On a toujours voulu avoir cette démarche de supprimer les arbres en bordure de route. Les arbres, ils viennent des personnes. Enfin, je veux dire, c'est bien la voiture qui s'est déplacée, c'est pas l'arbre qui a muté par la nuit un petit déplacement. Et sur les communes, on nous impose souvent d'avoir ce travail d'élagage, parce que la responsabilité des élus, ceci, cela. Enfin bon, moi, je rassure les élus, je leur dis qu'il y a des prisons tout à fait intéressants en France pour pouvoir découvrir l'écologie, l'environnement et tout. Donc il ne faut pas être sensible. Et je voudrais répondre à monsieur, je pense qu'il y a quelque chose, il y a ce qu'on appelle les SNIF. Les zones naturelles d'intérêt écologique, économique. Et comment on peut les classifier comme ça? Vous allez voir sur Internet, SNIF, Z-I-E-Z-N-I-E-2-F. Oui, c'est ça. L'intérêt c'est pas une mesure de protection, c'est juste une mesure d'inventaire. Mais ça permet de démarrer sur ce terrain. C'est vrai que souvent les SNEF sont, quand on cherche des endroits classés, Natura 2000 ou réserve, et on ne connaît pas le territoire, mais c'est vrai que c'est que des mesures d'inventaire dans un premier temps. Il y a le CSRPN qui travaillait, je crois, à la réactualisation des SNEF. Vous savez, moi je veux pas aller à contre-courant. Je suis pas français, je suis creusois. Donc, moi je suis brésilienne. Il y a le département de la Creuse avait pris une mesure effectivement de couper les arbres en bordure des routes départementales. Et devant la levée de bouclier que ça avait généré, ils avaient amené, preuve à l'appui, que le fait d'enlever les arbres en bordure de route, ça avait enlevé à peu près, à l'échelle du département, 150 hectares de forêt. Comme si on avait rasé 150 hectares de forêt. Ouais. À l'échelle de la Creuse, c'est peanuts. Oui. Borgen a 70% de couverture forestière. On plante en Creuse plus de 1000 hectares. Oui, mais on plante. Non, on plante ou on replante. Parce qu'on ne plante pas forcément du résineux. On refait de plus en plus. Non, je ne parle pas que de Borgen.
En Limousin, 9 plants sur 10 qui sont plantés artificiellement, c'est du Douglas. Oui, mais il y a aussi des replantations qui se font. Il y a énormément, en région de Corée, il y a énormément par exemple, de chênes américains, c'est pas une bonne chose, mais il y a eu aussi d'autres plantations de feuillus qui étaient l'habitat traditionnel. Mais si on arrivait à les préserver, à les gérer plus durablement, je pense qu'on n'aurait pas besoin de replanter. Et ça ne nécessiterait pas un investissement financier. Et du coup, pour rebondir sur ce que vous disiez des 150 hectares qui représentent effectivement pas grand-chose, nous, dans les monts d'Ambassade, on a ce problème-là aussi, c'est que les gens se disent ma parcelle, c'est pas grand-chose. Et du coup, en fait, il a des voisins, ils s'en foutent, en se disant c'est pas grand-chose. Et le voisin fait pareil, le voisin fait pareil, le voisin fait pareil. Ce que je veux dire, c'est en remontant aussi dans le temps, c'est vrai que la forêt, je crois que le Limousin n'a jamais été autant forestier. C'est vrai. Que maintenant. C'est vrai parce qu'il y a eu une détresse agricole, une reconversion des terres agricoles en plantation pour arriver à en tirer un bénéfice économique. Mais j'avais été voir une exposition qu'avait fait l'ONF il y a à peu près une quinzaine d'années, et c'était le chef de tout le Limousin, et il montrait en fait des photos en 1900 et des photos en 2000 des mêmes endroits. Effectivement, c'est flagrant. Oui. Alors, par contre, après, il faut pas tomber, parce que là, on était effectivement sur le thème forestier, donc la biodiversité forestière, c'est hyper important, mais la couverture forestière, on l'a eu, et puis les plantations au détriment d'autres espèces, notamment des espèces de landes. On a perdu 98% de nos landes. Et les animaux n'en ont pas. Mais je dirais qu'il faut voir aussi certainement qu'à l'époque, en 1900, il y avait énormément de populations qu'il fallait occuper et qui pouvaient vivre, malheureusement, on va dire, d'une terre qui était ingrate, et elle était si ingrate qu'effectivement les gens ont été forcés de remplacer les plantations, on va dire, de mauvais fourrage par des plantations forestières. Et là, ils peuvent en vivre. Bien sûr. Mais et plus facilement, je ne sais pas, mais en tout cas, à un instant T, ils ont l'impression qu'avec du glace, ça va beaucoup mieux que. J'ai pas d'avis dessus, mais oui, je comprends tout à fait. Effectivement, nos grands-parents, grands-parents avaient effectivement fait ce choix-là de dire ces parcelles-là, je n'en fais plus rien, et pour mes petits-enfants, je vais les planter. Mais les petits-enfants, rien à cirer. Et donc, les archéologues, je pense que un réel amoureux de la nature, je pense qu'il n'y aurait pas effectivement cette plantation forestière, de Douglas, d'épicéa, de mélèze, peu importe, il n'y aurait rien de plus. Il y aurait des forêts qui ne seraient pas forcément entretenues, il y aurait des forêts qui seraient, qui pourraient même devenir des refuges à certaines espèces nuisibles. Alors, nous, en réserve naturelle, en fait, on a des espèces nuisibles à partir du moment où on a un attrait économique. À partir du moment où vous n'avez pas de bénéfice économique à faire, une espèce est toujours absente, elle n'est pas nuisible parce qu'elle ne donne pas de dégâts et ne donne pas en cas Non, mais je n'avais pas tout ce raisonnement jusqu'au bout. Je n'avais pas dit l'homme en espèce nuisible. Même si je pense. Non, mais et du coup, en fait, je pense au niveau forestier, effectivement, au niveau économique, on peut estimer des dégâts. C'est vrai que je ne peux pas vous répondre là-dessus parce que nous, on a la réserve naturelle, donc tout au plus, on a de la présence. On sait que le sanglier est présent, on sait que le chevreuil est présent. Maintenant, on ne quantifie pas les dégâts sur des espèces parce qu'on n'a pas de manque à gagner en cas de dégâts. Quoi. Donc, on ne le quantifie pas de la même manière. Ouais. Voilà. Mais peut-être que vous avez plus de retours sur les milieux forestiers, du coup, par rapport aux dégâts qu'il peut y avoir, enfin, aux espèces qui colonisent en fait les milieux, c'est ça, forestiers qui sont abandonnés. Oui, ça peut être des plantes, ça peut être des espèces aussi qui deviennent. Je sais qu'il y a eu des campagnes, par exemple, d'arrachage de certaines espèces parce que ça pouvait créer des nuisances ou être nuisibles. Mais globalement, on arrache ce qu'on met en fait. C'est que sans nous, ça déroule plutôt pas mal. Sans nous, ça
art, c'est là où du coup on fait quelque chose et puis après on fait quelque chose pour endiguer les premiers trucs qu'on a fait. Et voilà. Oui, mais ça coule aussi d'une méconnaissance de la nature, parce qu'effectivement, il y a 100 ans, les gens connaissaient tous les espèces visibles, et quand ils se baladaient avec un couteau dans la poche, d'ailleurs, ils connaissaient aussi les espèces les espèces visibles. La loutre, par exemple. Pardon? Ils avaient aussi connaissance d'espèces qui n'étaient pas nuisibles, mais qui prenaient pour nuisibles. Je pense à la loutre, mais il y en a d'autres. Oui, c'est un débat, mais. Qu'est-ce que vous appelez espèce nuisible? Je ne vous suis pas dans votre raisonnement, vous entendez quoi comme espèce nuisible? Ça peut être de la faune ou des flores. Parce qu'en termes de flore, en tout cas, je ne parlerai pas en termes de faune, je ne connais pas, mais en termes de flore, il n'y a absolument aucune flore aujourd'hui qui peut être une flore forestière qui si on n'avait pas planté la lande qui aurait été abandonnée, si on n'avait pas eu cette plantation d'épicéas notamment qu'il y a eu en forêt limousine, il y aurait eu une propagation naturelle de la forêt, alors qui se serait passée, alors probablement pas avec de la rentabilité économique, mais on aurait eu le développement d'abord d'essences pionnières, On aurait fini à la étrécher. et on aurait fini de toute manière à la chaîne. Les espèces visibles, ça peut être des plantes, effectivement, qui sont arrivées, soit qui sont arrivées par l'homme, et qui lui ont échappé. Ça peut être aussi des espèces qui, à l'époque où il y avait une population qui était 2 ou 3 fois plus importante et qui s'occupait de ces plantes, qui régulaient. Oui. Mais on en a, enfin, à ma connaissance, on n'en a pas de cette nature en Limousin. On n'a pas eu de plantes forestières introduites, les seuls cas qu'on peut Non, mais ça peut être des plantes, par exemple, invasives, ça peut être des plantes qui peuvent empêcher la croissance des autres. Et c'est là que je fais la différence entre nuisible et entre nuisance et nuisible. Des plantes qui effectivement, des fois, je vais par exemple me balader en forêt et je vois un sol qui est couvert de lierre, et ce lierre, où c'est carrément des fois des tapis d'une végétation qui n'a pas été régulée et qui empêche la croissance d'autres végétaux qui, eux, pourraient amener plus de vie. En l'occurrence, l'exemple le plus frappant, c'est l'inverse. En réalité, ce sont les espèces qui ont été introduites par les forestiers du plateau de Millevaches qui ont plutôt eu cet effet. Notamment, si vous rentrez dans des paissières, c'est là qu'il y a eu de la chute de biodiversité. Tout à fait. Après, il faut voir je pense qu'il faut voir le bien et le mal. Honnêtement, il n'y aurait pas eu toutes ces plantations sur le plateau de Millevaches. Je pense qu'on serait à peu près tombé à 2 habitants au crayon de quart. On est déjà. Enfin, en fait, mais les plantations qui ont été faites, je vais pas cracher sur ce qu'ont fait mes collègues à ce moment-là. Si j'avais été forestière à ce moment-là, j'aurais sans doute fait